L'anxiété ne demande pas la permission. Elle s'installe simplement et exige une dose quotidienne d'énergie. Tu peux avoir l'agenda rempli, la maison en ordre, et pourtant ressentir ce tiraillement intérieur, cette pression qui te rappelle que quelque chose, dans un coin de ton esprit, n'est pas sous contrôle. Nous le vivons tous, et le nier ne fait que nous affaiblir. L'anxiété n'est pas un défaut de fabrication, c'est le coup psychologique d'être vivant dans un monde qui ne s'arrête jamais. Mais rester là, piégé dans ce mécanisme d'alerte constante, n'est pas obligatoire. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle, empereur et soldat, écrivait chaque soir sur le poids de gouverner un empire, et pourtant trouvait l'équilibre. Épictète, esclave devenu maître, enseignait que la seule chose qui nous appartient véritablement, ce sont nos décisions. Pourquoi eux, face à des menaces réelles, parvenaient-ils à rester fermes, tandis que nous, entourés de commodités, nous sentons fracturés par des peurs invisibles? Il ne s'agit pas d'éteindre l'anxiété, mais d'apprendre à l'utiliser comme un entraînement quotidien pour l'esprit. Ici, personne ne te promet une vie sans sursaut, mais un esprit qui ne cède pas à chaque poussée de la peur. La sérénité n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et si jamais tu t'es senti au bord du gouffre, souviens-toi. Tu peux choisir ta réponse, même si le monde insiste pour la provoquer. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Aujourd'hui, tu vas reprendre le contrôle. 1. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. La vérité est dure. Si tu cherches à tout contrôler, tu ne trouveras jamais la paix. L'anxiété se nourrit de cet élan aveugle à vouloir gérer chaque détail, chaque réaction d'autrui, chaque résultat incertain. C'est comme essayer d'arrêter une avalanche avec les mains vides. L'essentiel est d'accepter, même si cela coûte, que la vie n'est pas entièrement sous ton contrôle. La seule partie de l'échiquier où tu as un véritable pouvoir est dans tes décisions, tes actes et la manière dont tu choisis de répondre. Tout le reste, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qui se passe à l'extérieur, échappe à ton emprise, même si ton esprit essaie de te convaincre du contraire. Analyser l'anxiété sous cet angle révèle un mécanisme mental très concret. Le cerveau, dans son désir de te protéger, crée l'illusion que, si tu surveilles tout, tu préviens tout. Mais cette vigilance constante t'épuise, te maintient dans une tension inutile, comme si tu portais un sac à dos rempli de pierres qui ne t'appartiennent pas. La racine de beaucoup de ton inquiétude se trouve là, dans l'erreur d'investir de l'énergie dans ce qui ne sera jamais sous ton contrôle. C'est pourquoi, chaque fois que tu essaies d'anticiper toutes les variables, de prédire chaque résultat, ou de te convaincre que tu peux éviter tout désagrément, l'épuisement augmente et l'anxiété devient ce poids chronique qui te draine jour après jour. La philosophie stoïque a été brutalement honnête à ce sujet. Épictète l'a résumé sans détour. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Cela semble simple, mais le mettre en pratique exige un entraînement mental rigoureux, car l'habitude de vouloir intervenir dans tout est addictive. Elle te séduit avec la fausse promesse de sécurité. Cependant, la réalité est que plus tu t'obsèdes à contrôler l'extérieur, plus tu deviens vulnérable à la frustration et à la peur. La véritable force réside dans le fait de lâcher prise sur ce qui ne te concerne pas et de te concentrer uniquement sur ce que tu peux changer. Tes intentions, tes mots, ton attitude, la discipline quotidienne avec laquelle tu fais face à tes peurs. Cela ne signifie pas résignation ni apathie. Au contraire, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Lorsque tu filtres tes préoccupations et que tu sépares ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, tu libères des ressources mentales et de l'énergie pour agir là où tu peux réellement faire la différence. C'est un investissement émotionnel intelligent. Tu cesses de gaspiller de la force dans des batailles perdues et tu la concentres sur le renforcement de ton caractère et de ta réponse face à l'adversité. Ainsi, lorsque des situations échappent à ton contrôle, tu ne réagis plus avec panique, mais avec une acceptation active qui te permet de t'adapter et de réorienter tes efforts.
La psychologie moderne confirme ce principe. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, travaille avec l'idée d'identifier des pensées inutiles et de les remplacer par des actions concrètes. Il ne s'agit pas de nier l'inquiétude, mais de la rediriger vers ce que tu peux réellement faire. Ne contrôle pas l'incontrôlable est une phrase emblématique que tu devrais répéter chaque fois que l'anxiété te pousse à assumer des responsabilités qui ne te reviennent pas. L'exercice pratique est simple, mais stimulant. Chaque fois que tu remarques l'inquiétude apparaître, arrête-toi et demande-toi avec une brutalité honnête quelle partie de cette situation dépend de toi. Si la réponse est rien ou très peu, lâche prise. Concentre-toi sur ce que tu peux faire. Parfois, la seule chose sous ton contrôle est ta respiration, ta posture ou les mots que tu choisis d'utiliser à ce moment-là. Fais-le et comprends ceci, celui qui s'obsède à tout contrôler finit par se perdre lui-même. La sérénité commence lorsque tu acceptes tes limites et que tu prends le contrôle uniquement de ce qui te revient réellement. Lâche prise sur l'extérieur, prends les rênes de ce qui dépend de toi. Là se trouve la liberté. 2. Priorise l'essentiel, ignore le passager. S'accrocher à ce qui est trivial, c'est comme essayer de construire une maison solide sur des montagnes de sable mouvant. Chaque fois que tu donnes de la valeur à ce qui demain n'aura pas de poids, tu hypothèques ton énergie, ton attention et ton temps sur des intérêts qui, à long terme, ne te laissent que vide. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que tout compte de la même manière, que chaque détail, chaque opinion, chaque imprévu mérite ta réponse immédiate. Mais c'est un piège. Ne te laisse pas tromper. L'urgence que tu ressens à essayer de tout englober, à ne manquer aucune notification, à répondre à chaque stimulus externe, n'est qu'un masque de l'anxiété. Ce n'est pas de la responsabilité, ce n'est pas un engagement, c'est de la peur déguisée en action, et cette peur te vole la vie. Si tu n'es pas brutalement sélectif, tu finiras par être esclave de 1000 petites choses qui ne laissent de place à rien d'important. C'est ainsi que le caractère se fracture. Chaque distraction à laquelle tu cèdes est une renonciation silencieuse à ta propre direction. La philosophie stoïcienne ne te permet pas de vivre à moitié. Elle exige que tu filtres, que tu mettes à l'épreuve chaque préoccupation, chaque désir, chaque impulsion. Demande-toi sans pitié, est-ce essentiel ou n'est-ce que du bruit ? Si tu as du mal à le distinguer, c'est que tu t'es habitué à survivre dans la confusion, à te déplacer poussé par l'urgence et non par la clarté. L'anxiété se nourrit de ce manque de hiérarchie interne. Quand tout semble urgent, rien n'est important. Et c'est le piège que tu paies le plus cher. La vie ne te donne pas un temps infini pour corriger le cap. Chaque moment investi dans l'insignifiant est un temps perdu pour ce qui pourrait vraiment transformer ta vie. Les petites préoccupations se multiplient comme des intérêts sur une dette. Plus tu les paies, plus elles grandissent. Il ne s'agit pas d'attendre que le moment parfait arrive pour te concentrer sur l'essentiel. C'est une autre forme d'auto-tromperie, une autre excuse élégante pour ne pas prendre de décisions inconfortables. Tu choisis ce qui est important ou l'anxiété le choisit pour toi. Lorsque tu priorises le passager, tu deviens l'otage de l'agenda des autres, des caprices de l'environnement et de tes propres insécurités. Veux-tu vraiment vivre ainsi, à la merci de ce qui n'a pas de valeur réelle? Le stoïcisme est un filtre, pas une cage. Il te demande de couper sans pitié ce qui n'ajoute rien, de déclarer la guerre à la dispersion, de ne pas négocier avec l'intranscendant. Si cela te fait mal de lâcher quelque chose, demande-toi si cette douleur vient de l'habitude ou d'un besoin réel. La plupart du temps, l'attachement n'est que la peur de rester les mains vides. La psychologie moderne a prouvé que l'esprit, lorsqu'il est saturé de stimuli non pertinents, perd sa capacité à se concentrer profondément. Il devient superficiel, réactif, anxieux. C'est pourquoi, chaque fois que tu choisis une préoccupation inutile plutôt qu'une action qui compte, tu t'entraînes à la faiblesse, à la dispersion, à l'épuisement chronique. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus calmes et les plus fortes sont celles qui, avec le plus de rigueur, éliminent l'inutile et se concentrent sur ce qu'elles veulent construire.
La sérénité n'est pas d'être calme à l'extérieur, c'est avoir un système interne de priorités si solide que rien de trivial ne l'effondre. Personne ne va te donner de la clarté. Tu dois l'arracher de force. Chaque jour est un choix entre le poids de l'essentiel et le bruit du passager. Celui qui ne choisit pas l'important finit par céder à l'urgent. C'est la vérité inconfortable. Si tu ne décides pas toi-même où va ton énergie, le chaos le fera pour toi. Alors sois impitoyable avec ce que tu laisses entrer dans ton esprit, dans ton agenda, dans tes conversations. L'anxiété ne se vainc pas avec de jolis mots, mais avec des décisions brutales et courageuses. Priorise l'essentiel, ignore le passager. Cette discipline est le muscle qui soutient une vie pleine de sens. 3. Habite le présent avec pleine conscience. Tu t'arrêtes devant le feu rouge. Tu consultes ton téléphone pour la 5e fois en moins d'une minute. Sans t'en rendre compte, ton esprit a déjà sauté de la conversation en attente à un problème de travail, puis à ce que tu as dit lors de la dernière réunion, à l'erreur que tu as commise il y a 3 jours. Et en un instant, il se projette vers tout ce qui pourrait mal tourner demain. Le corps est immobile, mais à l'intérieur, il y a une fuite constante d'attention, un saut compulsif entre ce que tu ne peux pas changer et ce qui n'est pas encore arrivé. C'est le piège le plus courant de l'anxiété. Elle te vole la capacité d'habiter le moment. Elle t'entraîne à vivre comme si tu étais piégé entre ce qui n'existe plus et ce qui n'est pas encore arrivé. Le présent devient un lieu de passage, jamais une résidence. Et, pendant ce temps, la vie réelle te glisse entre les doigts, invisible, car tu n'y es jamais vraiment. Si tu es honnête avec toi-même, tu reconnaîtras que tu expérimentes rarement le présent avec intensité. Ton esprit, entraîné par des années d'urgence et de préoccupations anticipées, est devenu une machine à fabriquer des scénarios. Il vit en lançant des avertissements, en révisant des erreurs, en répétant des conversations non dites, en collectionnant des peurs au cas où. Cette hyperactivité mentale semble, en théorie, une forme de protection, mais en pratique, c'est juste une source inépuisable d'épuisement. Tu deviens prisonnier d'une vigilance interne qui ne se repose jamais. L'ironie est que plus tu t'efforces de ne pas perdre le contrôle, moins tu as de contrôle sur ce qui compte vraiment, ton état de présence, ta façon d'être ici et maintenant. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle a écrit que nous devons nous concentrer comme si chaque acte était le dernier de notre vie. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une discipline. Cela signifie arrêter le pilote automatique et assumer avec une honnêteté radicale que le seul moment où tu peux influencer, sentir, décider et construire quelque chose d'authentique est l'instant que tu vis. Tout le reste est spéculation, mémoire, projection. L'anxiété prospère précisément parce que tu la laisses s'installer dans les marges du présent, dans ce terrain mental où il n'y a jamais de certitude, seulement des fantômes de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. Vivre dans le présent n'est pas une fuite de tes problèmes, ni un acte de naïveté, mais un entraînement délibéré. C'est une façon de couper le cycle de l'anticipation et du regret, de résister à la tentation de te perdre dans ce qui n'existe pas. Chaque fois que tu détectes que ton esprit se disperse, que l'attention se fragmente, ta tâche est simple mais exigeante. Revenir encore et encore au point de contact avec la réalité. Cela peut être la sensation de tes pieds sur le sol, le rythme de ta respiration, le son de ta propre voix lorsque tu parles. Ces détails, si simples qu'ils semblent souvent insignifiants, sont les ancres qui te ramènent au présent. Ne les sous-estime pas. La psychologie moderne, avec tout son arsenal de techniques, a validé ce que les stoïciens pratiquaient il y a des siècles. La pleine conscience, le fameux mindfulness, n'est pas juste une mode passagère. C'est l'outil le plus direct pour désactiver la machinerie de l'anxiété. Lorsque tu parviens à être complètement dans ce que tu fais, même si c'est laver la vaisselle ou écouter quelqu'un sans planifier la réponse, la peur perd de sa force. Elle ne peut pas se nourrir d'un instant que tu habites pleinement. L'anxiété ne survit pas dans le présent.
C'est la phrase que tu dois te rappeler. Habiter le présent est une rébellion contre l'inertie mentale, un acte de résistance quotidienne. N'attends pas de te sentir prêt, la vie ne va pas ralentir pour que tu puisses te mettre à jour. Chaque fois que tu choisis d'être ici et maintenant, tu entraînes le muscle de la sérénité. L'attention est ta ressource la plus précieuse. Investis-la avec discipline, sans concession. Ne te permets pas de vivre comme un touriste dans ta propre existence. Le présent n'est pas une salle d'attente, c'est le seul endroit où tu peux être vraiment libre. 4. Renforce ton esprit face à l'inconfort. Je ne vais pas te mentir, chaque fois que je ressens de l'inconfort, la première chose qui apparaît est la tentation de fuir. Je le sens dans mes épaules qui se tendent, dans mes mains qui cherchent à se distraire, dans mes yeux qui parcourent la pièce à la recherche de quelque chose qui promet un soulagement immédiat. Et bien que je sache que fuir l'inconfort ne fait que l'amplifier, mon instinct naturel est de me protéger, de chercher refuge dans de petites distractions, des excuses élégantes pour ne pas affronter ce qui me serre la poitrine. Je sais que je ne suis pas le seul. Personne n'aime rester immobile face à ses peurs, au vide laissé par une perte, au silence d'une attente inconfortable. Mais là, précisément dans cet espace étroit où personne ne veut rester trop longtemps, c'est là que la véritable force mentale se forge ou s'effondre. Il n'y a pas de raccourci. Si tu continues à fuir, tu deviens plus faible. Si tu restes même une minute de plus que ce que dicte l'inconfort, tu entraînes un muscle que presque personne ne veut travailler, la résilience. Observe quelqu'un résistant au froid sans manteau ou marchant sous la pluie quand tout le monde court se mettre à l'abri. Regarde ce geste tendu de celui qui dit non quand on lui demande quelque chose qu'il ne veut pas faire, même s'il craint de décevoir. L'inconfort a des formes physiques, une respiration contenue, des pieds qui ne cessent de bouger, un regard qui esquive le conflit. Nous sommes des créatures conçues pour éviter la douleur, mais nous avons aussi la capacité brutale de la supporter, de choisir de rester un peu plus au bord de l'inconfort et de découvrir là qu'il ne nous détruit pas. Les stoïciens ont compris cela mieux que quiconque. L'inconfort volontaire n'est pas du masochisme, c'est un entraînement. Sortir marcher à jeun, prendre des douches froides, renoncer volontairement à de petits plaisirs, s'exposer à la critique ou au silence sans chercher une approbation instantanée. Chaque petite difficulté que tu choisis d'affronter est un investissement. Tu gagnes en force mentale, tu réduis la peur de perdre et surtout, tu te prouves que tu peux tolérer bien plus que ce que ton esprit anxieux insiste à te rappeler. L'anxiété grandit dans la fantaisie que tu ne pourras pas résister à l'inconfort. Elle se nourrit de la croyance que si quelque chose te dérange, tu dois l'éliminer immédiatement. C'est le truc qui te garde faible. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces le message que tu ne peux pas supporter la douleur. C'est pourquoi l'inconfort volontaire est l'antidote. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour elle-même, mais de t'exposer délibérément à de petites doses de difficulté et de rester là, sans chercher des échappatoires rapides. C'est ainsi que tu prouvais, de manière concrète et réelle, que l'inconfort est passager, que l'esprit exagère le danger, que ta capacité de résistance est bien plus grande que ce que tu imagines. Regarde comment changent les personnes qui font cela régulièrement. Il y a une différence dans la posture. Les épaules tombent moins, le regard est un peu plus ferme, le ton de la voix tremble moins face à l'incertitude. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat accumulé de centaines de petites batailles gagnées contre l'urgence de fuir. Renforcer l'esprit face à l'inconfort est le vaccin contre l'anxiété chronique. Tu ne peux pas contrôler ce qui vient, mais tu peux te préparer à y résister. Quand tu entraînes le muscle de la résistance, tu cesses de craindre l'inconfort parce qu'il n'est plus inconnu. Tu l'as ressenti, tu l'as traversé et tu es sorti de l'autre côté. La peur se rétrécit quand tu la regardes en face. C'est la phrase que tu devrais tatouer dans ta mémoire. N'attends pas le moment parfait pour t'exposer à ce qui te dérange. Fais-le aujourd'hui, même par de petites actions. Reste une minute de plus dans le silence inconfortable. Affronte cette conversation difficile. Sors sans le manteau supplémentaire. Éteins l'écran et supporte l'ennui.
Chaque fois que tu choisis de ne pas fuir, tu construis la preuve de ta force. Aucun discours motivant ne remplace cette preuve tangible que tu peux résister. La force mentale n'est pas l'absence d'inconfort. C'est l'habitude de le traverser les yeux ouverts. Si tu fuis aujourd'hui, tu fuiras toujours. Si tu résistes aujourd'hui, demain, tu auras moins peur. Entraîne-toi à l'inconfort. C'est là que se trouve le calme que tu cherches tant. Voici le principe stoïque de la raison comme encre. Épictète le disait de manière brutalement claire, ce qui se passe ne t'affecte pas, mais le jugement que tu fais sur ce qui se passe. Si tu acceptes cela comme une prémisse, chaque pensée automatique devient une invitation à être remis en question, et non une sentence de mort. L'anxiété explose précisément dans cet espace. Lorsque tu crois sans filtre le pire de chaque situation, lorsque tu gobes la narration catastrophiste que ton esprit fabrique en pilote automatique. Le mécanisme est prévisible. Un inconfort apparaît, la pensée « cela va mal se passer » surgit, le corps répond par une tension et le cycle se renforce. Ne pas remettre en question cette première pensée est l'équivalent psychologique de laisser la porte ouverte pour que n'importe quel intrus entre et décide pour toi. Si tu cherches la liberté mentale, tu dois devenir le gardien de tes propres jugements. La psychologie moderne, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, l'a systématisée en une méthode: identifier, questionner et remplacer. Il ne suffit pas de détecter que tu as une pensée négative. La prochaine étape est de la soumettre à un examen critique. A-t-elle des preuves réelles derrière elle ? Est-ce la seule interprétation possible ou n'est-ce qu'un reflet automatique de ton insécurité ou de ta fatigue ? La plupart des pensées anxieuses ne résistent pas à une analyse honnête. Lorsque tu les examines avec distance, elles cessent d'avoir ce poids absolu. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Cette phrase, aussi simple qu'inconfortable, devrait être tatouée dans ta mémoire. L'esprit est expert en distorsion, en anticipant des problèmes qui se concrétisent rarement, en amplifiant la peur jusqu'à la rendre inévitable. Si tu ne questionnes pas, tu deviens l'otage de ce mécanisme. La clé est d'introduire une pause délibérée entre le stimulus et la réponse. C'est là que se joue ta liberté intérieure. Chaque fois que tu te surprends avec une pensée angoissante, arrête-toi, nomme-la, observe-la et ose la mettre en doute. Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de distinguer entre ressentir et croire aveuglément. Une pensée n'est pas une condamnation, c'est une proposition que tu peux accepter ou rejeter. C'est la différence entre réagir et répondre. Lorsque tu entraînes ce filtre mental, l'anxiété perd de sa force, car elle n'a plus le terreau fertile de l'automatisme. Tu commences à répondre depuis la raison, pas depuis la peur. Remettre en question tes pensées automatiques est un acte de discipline. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas immédiat, mais c'est la seule façon de briser le cycle de l'anxiété chronique. L'interprétation est optionnelle, la réaction entraînable. Ne reste pas à la surface de ton esprit. Examine, défie, choisis. La sérénité ne vient pas en éliminant les pensées négatives, mais en apprenant à ne pas leur obéir aveuglément. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de croire. C'est la ligne qui marque la différence entre une vie dominée par l'anxiété et une vie guidée par la raison. 6. Accepte la réalité et agis avec intention. La réalité ne va pas te demander la permission. Ce qui se passe, que cela te plaise ou non, et aucune résistance mentale ne modifiera un seul fait inévitable. C'est enfantin de penser que ta colère, ta plainte ou ton déni vont freiner ce qui est hors de ton contrôle. La vie ne négocie pas avec tes attentes, et ce jeu d'essayer de forcer les choses à être différentes ne fait que t'enfoncer davantage dans la frustration. Tu ne veux pas l'accepter parce qu'accepter ce que tu ne peux pas changer te laisse nu, sans excuse, sans le réconfort facile de blâmer les autres ou le destin. Mais cette résistance absurde est la source directe de ton anxiété. S'accrocher à ce que tu ne peux pas modifier est le sabotage le plus coûteux. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds ta dignité.
La réalité est neutre. C'est toi qui décides si tu deviens son allié ou son prisonnier. Assez de te raconter des histoires. Tu n'es pas spécial parce que tu souffres plus. Ni ton cas n'est une exception à la loi fondamentale de la vie. Tout le monde porte sa part de l'inévitable. Maladie, rejet, perte, déception. Le véritable problème n'est pas ce qui t'arrive, mais ta ténacité à lâcher ce qui ne peut pas être réparé. Chaque fois que tu te répètes « cela ne devrait pas être ainsi », tu t'enfonces davantage dans la boue de l'impuissance. Personne ne sort de là par accident. Sortir nécessite un acte brutal d'honnêteté. Regarder la situation en face, cesser de négocier avec des fantasmes et accepter que ce qui est, est. Il n'y a pas de raccourci émotionnel ni de truc mental qui remplace ce premier pas. Le stoïcisme le résume en 2 mots. Amour fati. Il ne s'agit pas de se résigner passivement, mais de cesser de se battre contre la réalité et de commencer à l'utiliser comme point de départ pour ce que tu peux réellement faire. C'est ici que la plupart échouent. Ils confondent acceptation et défaite. Ils ne comprennent pas qu'accepter n'est pas se rendre, mais cesser de gaspiller de la force dans l'inutile. Lorsque tu oses accepter ce que tu ne peux pas changer, 2 choses se produisent. D'abord, tu coupes à la racine cette fuite chronique d'énergie qui te laisse épuiser avant même de commencer. Ensuite, tu te libères pour agir avec intention, pour investir tout ce que tu as dans ce qui reste vivant, ta réponse. La différence entre l'anxiété chronique et la sérénité se trouve là, dans cette coupure. Agir avec intention n'est pas faire n'importe quoi par désespoir. Ce n'est pas bouger pour se distraire, ni chercher un soulagement immédiat. C'est te poser la question avec rigueur. Que puis-je faire, ici, maintenant, avec ce que j'ai? Si la réponse est rien, alors ton travail est d'accepter et d'attendre. S'il y a une action minimale possible, prends le contrôle et fais-la sans hésiter. L'action consciente est le seul véritable remède contre l'anxiété paralysante. Ne te laisse pas tromper par le mensonge selon lequel accepter la réalité est perdre du pouvoir. Cette excuse ne te maintient que là où tu as toujours été, attaché à une illusion, incapable de construire quoi que ce soit de solide sur le terrain que tu as vraiment. La force que tu cherches ne se trouve pas dans le désir que les choses changent d'elles-mêmes, mais dans la discipline de voir le monde tel qu'il est et de décider de ton prochain pas sans auto-illusion. Il n'y a pas de grandeur à résister à l'inévitable. La grandeur réside dans l'adaptation, dans le fait de ne pas gaspiller un gramme de volonté dans des batailles perdues. La réalité ne plie pas devant tes plaintes. Que cette phrase t'accompagne. Le monde ne s'adapte pas à tes rêves. C'est à toi d'apprendre à manœuvrer avec les cartes qui te sont distribuées. La psychologie moderne le confirme. Ceux qui acceptent ce qu'ils ne peuvent pas changer et dirigent leur énergie vers ce qu'ils contrôlent réduisent leur anxiété, améliorent leur résilience et retrouvent le respect d'eux-mêmes. Il n'y a pas de magie, il y a une pratique quotidienne. Chaque fois que la vie te frappe avec quelque chose que tu n'as pas choisi, souviens-toi de ceci. Tu peux te perdre dans la plainte ou gagner en force dans l'acceptation. Ne te cache pas derrière des excuses élégantes. Affronte la réalité et agis avec intention. Là, et seulement là, commence la véritable liberté. 7. Élimine l'inutile. Faites bien l'important. Il existe une sorte de surcharge mentale qui n'est pas visible, mais que vous portez avec vous partout. Chaque décision reportée, chaque tâche inutile, chaque engagement que vous acceptez par peur de dire non, s'accumule comme une graisse invisible dans vos pensées. Le résultat est un esprit lent, saturé, incapable de se déplacer avec agilité. Vous avancez dans la journée en sentant que quelque chose vous épuise, mais vous n'arrivez pas à identifier l'origine exacte. La racine se trouve dans l'accumulation du superflu. L'excès de tâches à faire, l'obsession de faire plus et l'incapacité de distinguer le crucial de l'accessoire sont les mécanismes internes qui alimentent l'anxiété et sabotent votre clarté. Il ne s'agit pas seulement d'agenda ou de productivité, mais d'une question existentielle. Plus vous encombrez votre vie de l'inutile, moins vous laissez de place pour l'important, et vous finissez étouffé par votre propre désordre intérieur.
Le piège le plus insidieux est cette voix intérieure qui exige que vous soyez efficace, disponible, que vous répondiez à tout et à tout le monde. Elle vous convainc que plus est toujours mieux, que l'anxiété se combat en faisant plus de choses, en accumulant plus de réussites, en disant oui par inertie. Mais cet élan, loin de vous donner du contrôle, vous fragmente. Chaque tâche sans importance que vous permettez, chaque distraction que vous acceptez, est une micro-fuite d'énergie. Lorsque la journée se termine, le sentiment de vide ne vient pas d'un manque d'action, mais d'une pénurie de direction. Le véritable conflit n'est pas avec le temps, mais avec l'incapacité de prioriser. Il y a une différence brutale entre être occupé et être concentré. Le premier épuise, le second libère. Faites moins, mais faites-le bien. Cette phrase devrait être tatouée dans votre mentalité quotidienne. Le mécanisme anxieux se déclenche lorsque vous essayez de compenser votre insécurité par l'accumulation. C'est comme si vous craigniez que, si vous arrêtez de faire, vous cessez de valoir quelque chose. Mais c'est une illusion. La valeur réelle ne se mesure pas par la quantité de tâches, mais par la qualité de votre présence dans ce qui compte vraiment. Ici apparaît la plus grande contradiction. Vous cherchez le calme, en ajoutant plus de poids à votre sac à dos. Vous ne réalisez pas que la sérénité n'apparaît que lorsque vous réduisez la charge à l'essentiel. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de renoncement vide, mais de sélection impitoyable. Sénèque mettait en garde contre la dispersion. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. L'anxiété est, en partie, le prix que vous payez pour ne pas savoir filtrer, pour reporter l'important tout en vous noyant dans le trivial. Il faut être brutalement honnête pour reconnaître où vous dépensez votre énergie. L'auto-tromperie la plus courante est de déguiser la procrastination en activité utile, comme si remplir la journée de petites occupations vous rapprochait d'un objectif réel. L'esprit anxieux se réfugie dans le petit parce que vous craignez d'affronter le grand. Vous préférez résoudre 1000 affaires urgentes plutôt que de faire face à ce qui transformerait réellement votre vie. Mais la seule issue est de couper, d'éliminer, de tailler sans culpabilité. C'est un acte de maturité émotionnelle. Vous vous montrez que vous pouvez être mal à l'aise face au vide de faire moins, mais que ce vide est un terreau fertile pour le calme. Chaque tâche inutile est un gramme de plus d'anxiété. Répétez cela chaque fois que vous doutez de vous engager dans une autre obligation. La psychologie actuelle soutient ce principe. Le cerveau humain a besoin de clarté et de concentration pour se sentir en sécurité. Lorsque vous le bombardez de multitâches, de tâches à faire et de distractions, vous activez le circuit du stress et de l'inquiétude chronique. Apprendre à dire non, à annuler des engagements inutiles, à protéger votre temps et votre attention, n'est pas de l'égoïsme, c'est une hygiène mentale. Le processus est inconfortable, car il touche des cordes profondes, votre peur de décevoir, votre croyance que vous valez par ce que vous produisez, votre incapacité à tolérer la pause. Mais c'est seulement là que le véritable changement se produit. Éliminez l'inutile, même si cela fait mal. Faites l'important avec tout votre engagement, même si cela fait peur. C'est la coupure qui sépare une vie anxieuse d'une vie avec un but. La sérénité n'est pas passivité, c'est une direction appliquée. Décidez de ce qui mérite votre énergie. Tout le reste, lâchez-le sans culpabilité. 8. Souviens-toi de ta capacité à surmonter les difficultés. Coincé dans une file qui n'avance pas, tu sens la tension dans ton cou et comment tes doigts tambourinent avec impatience sur le téléphone. Chaque minute semble une provocation, une épreuve inutile de résistance. Tu observes le visage des autres, mâchoire serrée, regard perdu. Certains soupirent à voix basse, d'autres serrent les lèvres et plongent dans leur téléphone pour échapper à la réalité. Personne ne sourit. La scène est simple, mais elle condense l'essence de l'inconfort et de l'ennui. Ton esprit commence à parcourir de vieilles défaites, de petites humiliations, ces moments où tu as pensé que tu ne pourrais pas tenir une minute de plus. Pourtant, te voilà survivant à l'inconfort quotidien, malgré l'anxiété, la fatigue et le poids des choses qui ne dépendent pas de toi.
Il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, juste le fait brut que même si parfois tu l'oublies, tu as surmonté beaucoup pour arriver jusqu'ici. Arrête de regarder seulement devant toi avec crainte. Regarde en arrière avec honnêteté. Pense au premier jour où tu as affronté une conversation qui te terrifiait, à la nuit qui semblait interminable quand tout a mal tourné, au moment où tu as senti que la peur était trop grande pour être supportée. Souviens-toi de la sensation physique, la poitrine serrée, la sueur dans les paumes, les pensées accélérées cherchant une issue. Maintenant, note le résultat. Cette situation est passée. La vie a continué, et tu as continué à avancer, peut-être avec des marques, mais aussi avec la preuve que ta capacité à résister est réelle et concrète. L'anxiété veut te convaincre que ce qui vient sera insupportable, que cette fois tu vas vraiment craquer, que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais cette idée n'est qu'une distorsion du présent, un tour mental qui ignore tout ce que tu as déjà surmonté. Les stoïciens ne romantisaient pas la difficulté, mais ils ne la craignaient pas non plus. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, se forçait à se souvenir de ses victoires intérieures, si petites soient-elles. Épictète, supportant l'esclavage et la douleur physique, s'accrochait à la preuve que la souffrance n'était pas une condamnation, mais une opportunité de démontrer sa force. Il ne s'agit pas d'embellir le passé, mais de l'utiliser comme preuve. Si tu as résisté auparavant, tu peux le faire à nouveau maintenant. Le corps et l'esprit accumulent des cicatrices, oui, mais aussi des souvenirs de force. Tu as survécu à tous tes pires jours. Cette phrase est un fait, pas un réconfort vide. La psychologie actuelle le confirme. L'une des techniques les plus puissantes contre l'anxiété est de reconstruire ton propre historique de surmontement. Lorsque la peur s'intensifie, lorsque l'esprit anticipe l'échec, se souvenir de tes réalisations passées, si petites soient-elles, change la chimie interne. Le cerveau a besoin de preuves, pas de promesses. Chaque fois que tu te répètes que tu as surmonté des difficultés auparavant, tu réduis le pouvoir de l'anxiété sur ton présent. Ce n'est pas de l'autosuggestion bon marché, c'est un ancrage réel. Ta biographie est la meilleure preuve contre l'idée que tu es faible ou incapable. Fais de cela un exercice conscient. Lorsque tu sens que l'anxiété te coince, arrête-toi et rappelle-toi en détail une difficulté réelle que tu as traversée. Souviens-toi des gestes, des mots, du décor exact. Rends-le tangible. Ne l'idéalise pas. Observe simplement. Tu étais là, tu as ressenti la peur, et pourtant, tu as avancé. C'est la preuve qui compte. Ne laisse pas l'anxiété effacer ton histoire de résistance. La force ne s'invente pas dans le futur, elle se reconnaît dans le passé. Chaque difficulté surmontée est un investissement qui te soutient aujourd'hui. Ton historique de résistance est ton plus grand atout. Grave cette phrase dans ta mémoire. N'attends pas de te sentir fort pour affronter ce qui vient. Utilise l'épreuve de ta propre vie comme un bouclier. L'anxiété déteste les faits. Elle se nourrit de doutes et d'amnésie sélective. Lorsque te rappeler ta capacité à surmonter les difficultés devient une habitude, l'anxiété perd sa principale arme, l'illusion que tu es fragile. Tu ne l'es pas. Tu l'as déjà prouvé auparavant. Maintenant, il est temps de te le rappeler, avec une clarté brutale, chaque fois que l'inquiétude essaie de te convaincre du contraire. 5. Remets toujours en question tes pensées automatiques. Tes pensées ne sont pas des faits, ce sont des hypothèses. C'est la base que personne ne t'enseigne et qui pourtant définit la qualité de ta vie mentale. L'erreur la plus coûteuse est de confondre la première chose qui apparaît dans ta tête avec la vérité objective. Chaque pensée, en particulier les automatiques, fonctionne comme des filtres qui interprètent la réalité avant que tu puisses l'analyser. Le système est efficace, mais défectueux. Il te fait économiser de l'énergie, mais il peut te mener à des conclusions erronées, des réactions disproportionnées et des cycles d'anxiété qui se perpétuent d'eux-mêmes. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Face à une situation d'incertitude, le cerveau déclenche des interprétations instantanées, souvent teintées par de vieilles peurs, des croyances héritées ou des expériences négatives dont tu ne te souviens même plus consciemment.
La conséquence est directe. Tu vis sous la tyrannie d'interprétations non examinées. Ce n'est pas un hasard si, à la fin de la journée, le poids sur la poitrine est plus réel que n'importe quel problème que tu as réellement affronté. L'esprit a un talent pervers. Il fabrique des menaces, exagère des scénarios et te convainc que tu ne survis que si tu contrôles tout, si tu anticipes chaque désastre, si tu corriges chaque erreur avant même qu'elle n'existe. Vivre ainsi n'est pas vivre, c'est être kidnappé par tes propres mécanismes mentaux. Parfois, l'anxiété fonctionne comme un gardien obsessionnel, exigeant toujours plus de vigilance, plus de perfection, plus de force. Mais la vérité est celle-ci. La plupart des peurs ne se concrétisent jamais. Le coût psychologique d'essayer de tout maîtriser est trop élevé. Tu n'as pas à obéir à chaque pensée qui traverse ton esprit, ni à te punir de ne pas être invulnérable. Le stoïcisme le dit clairement. Tu n'es pas responsable de ce que tu ne peux pas contrôler, mais tu es responsable de la façon dont tu réagis. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. La confiance n'est pas de l'arrogance, c'est un entraînement quotidien. Il y a une différence brutale entre vivre en alerte et vivre épuisé, entre se demander avec intégrité et se saigner à blanc pour la perfection. Si tu continues à négocier avec l'anxiété, tu resteras en dette envers toi-même. Aujourd'hui, tu vas apprendre que la sérénité ne se négocie pas avec la peur. Elle se construit avec du courage. Commence ici. Questionne, agis, accepte et parle-toi avec la rigueur juste et la compassion dont tu as besoin pour avancer. Tu n'es pas venu au monde pour survivre mentalement épuisé. 1. Doute de tes pensées automatiques. Je vais le dire sans détour. La plupart du temps, mes pensées automatiques ont été des déchets déguisés en vérité. Oui, c'est aussi simple que ça. Je me suis laissé emporter par ce flux mental qui ne demande pas la permission, qui arrive chargé de jugements, de soupçons, d'histoires inventées et de prophéties auto-réalisatrices qui n'existent que dans ma tête. Et le pire, c'est que j'ai été assez lâche pour les croire, comme si c'était des ordres à obéir sans broncher. Sais-tu combien de fois j'ai accepté sans remettre en question le premier élan négatif, l'interprétation pessimiste, le « ça va sûrement mal se passer » qui s'installe comme un parasite? Plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Cette passivité mentale est une renonciation. C'est laisser l'esprit agir comme un tyran invisible, décidant pour toi ce que tu dois craindre, ce qui doit te préoccuper, à quoi tu dois renoncer avant même d'essayer. Tu dois comprendre quelque chose. Les pensées automatiques ne sont pas des oracles. Ce sont des reflets d'habitudes mentales acquises, de vieux peurs, d'insécurité que tu traînes depuis des années. Elles ne te donnent pas la vérité, elles te montrent les fractures de ton caractère, les distorsions de tes filtres internes. Chaque fois que tu acceptes ces idées sans les remettre en question, tu te fais plus petit. C'est comme accumuler de petites dettes qui se transforment ensuite en anxiété, en fatigue, en cette sensation d'être toujours au bord de l'effondrement. Tu n'es pas ta pensée la plus urgente, ni ta supposition la plus catastrophique. Si tu ne te tiens pas fermement et ne remets pas en question chaque message qui surgit automatiquement, tu resteras esclave d'une narration que tu n'as même pas construite consciemment. Les gens disent souvent qu'il faut écouter la voix intérieure, mais personne ne t'avertit que cette voix est souvent un enregistrement défectueux. Pourquoi te crois-tu en droit d'être ton pire ennemi ? Depuis quand as-tu permis à tes pensées les plus confortables, qui sont presque toujours les plus destructrices, de dicter le rythme de ta journée? Il est facile de se réfugier derrière l'excuse de « c'est comme ça que je suis » ou « c'est comme ça que je pense », car cela n'exige ni effort ni responsabilité. Mais être adulte, être responsable de ta vie, implique de se méfier de ton esprit en mode automatique. Cela implique de faire face à ce premier jugement et de le démonter pièce par pièce, même si cela dérange, même si cela fait mal de reconnaître l'absurdité de certaines idées que tu répètes depuis des années. Ne te méprends pas. Douter de tes pensées n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la décision de ne pas avaler n'importe quelle ordure mentale juste parce qu'elles viennent t'envelopper dans la voie de ta conscience.
Le véritable entraînement mental n'est pas de mémoriser des phrases positives, mais de détecter quand ton esprit te manipule, quand la peur se déguise en prudence ou le pessimisme en réalisme. La prochaine fois que surgit cette pensée automatique, cela va mal se passer, je ne suis pas assez, tout est hors de contrôle, arrête-toi. Demande-toi d'où cela vient, à qui cela sert, quelle dette émotionnelle cela te réclame. Ne crois pas à des histoires bon marché qui ne font que perpétuer ton anxiété. Répète cela jusqu'à ce que tu y crois. Tes pensées ne sont pas des faits. La différence entre confiance et anxiété commence par ce que tu choisis de croire de ton propre esprit. Si tu ne remets pas en question, tu deviens complice de tes propres saboteurs internes. Il n'y a pas de croissance sans cette confrontation quotidienne. Ne cherche pas de raccourcis émotionnels et ne te cache pas dans le confort de « c'est comme ça que fonctionne mon esprit ». L'esprit s'entraîne, se discipline, se soumet à un examen critique. Tout ce que tu penses ne mérite pas ton respect ni ton obéissance. Arrête de justifier l'auto-limitation. Si tu doutes de ce que le monde te dit, apprends aussi à douter de ce que tu te dis à toi-même. Maîtriser ta vie commence par te méfier de ta pensée automatique. Ce que tu ne remets pas en question te contrôle. 2. Séparer le réel de l'imaginé. Une pensée n'est pas différente d'une marque invisible laissée par des mains étrangères pendant que vous dormez. Au réveil, vous ressentez le poids sur votre corps, mais vous ne vous souvenez pas d'avoir consenti. C'est ce qui se passe lorsque vous ne séparez pas ce qui se passe de ce que vous imaginez. Le mécanisme interne est traître. Votre esprit, avec la précision d'un horloger, assemble des pièces qui n'ont jamais existé, mélange des faits avec des suppositions et vous livre une version altérée de la réalité, une sorte de dette émotionnelle que vous payez sans savoir pourquoi. J'ai appris à distinguer ce moment exact où un soupçon commence à se vêtir de certitude et comment, si je ne l'arrête pas, il se transforme en anxiété. Le danger réel n'est jamais aussi grand que la catastrophe que ma tête fabrique en 5 minutes de préoccupation. La différence entre ce qui est et ce que vous craignez qu'il soit peut sembler un détail, mais en pratique, c'est un abîme. L'un vous oblige à agir et l'autre vous paralyse. Il y a une habitude inutile que nous répétons, anticiper des malheurs, enchaîner des hypothèses, donner vie à des scénarios qui n'existent que dans notre imagination. Cette habitude est addictive. Elle vous fait sentir que vous avez le contrôle à l'avance, mais ce que vous contrôlez, c'est l'usure de votre énergie et l'érosion de votre confiance. Lorsque vous ne séparez pas le réel de l'imaginé, vous devenez l'otage de vos propres projections. J'ai remarqué que lorsque je me permets d'entrer dans ce cycle, lorsque j'accepte sans filtre ce que l'esprit me propose, mon corps réagit avec tension, mon humeur s'éteint et ma capacité à prendre des décisions est réduite de moitié. C'est comme si chaque pensée inventée avait un coût physique réel. La peur anticipée, même si elle est mensongère, épuise autant que la peur véritable. L'esprit ne distingue pas entre ce qui se passe et ce qu'il invente, mais vous avez l'obligation de le faire. Ce qui est le plus difficile à admettre, c'est que beaucoup de la souffrance que je porte ne vient pas des faits, mais de la façon dont je les interprète. Il y a des jours où je me surprends à répéter de vieilles histoires, à attribuer des intentions aux autres, à lire des signaux, là où il n'y a que du silence. C'est vivre dans la fiction, et le prix est élevé. Anxiété, insomnie, apathie. Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose à cause d'une peur qui n'existait que dans votre tête? Séparer le réel de l'imaginé est un exercice d'honnêteté brutale. Vous devez vous demander, que se passe-t-il vraiment? Quelles preuves ai-je? Quelle partie de cela est une hypothèse déguisée en certitude? Si la réponse est que vous ne le savez pas, alors ne le transformez pas en loi. Une phrase que je ne me lasse pas de répéter: tout ce que vous pensez ne mérite pas votre obéissance. L'entraînement est quotidien. Il nécessite de la volonté pour s'arrêter avant de réagir, de la discipline pour ne pas alimenter les histoires que votre esprit invente, de l'humilité pour accepter que vous ne savez pas tout. Il ne s'agit pas de nier l'incertitude, mais de vivre avec elle sans la remplir de monstres imaginaires.
Lorsque vous parvenez à séparer ce qui se passe réellement de ce que votre esprit craint, vous retrouvez de l'air, de la clarté, de l'espace intérieur. C'est là que vous pouvez décider calmement, où l'anxiété perd de son pouvoir. Le calme n'est pas ignorer le danger, c'est reconnaître quelle partie de ce danger est réelle et quelle partie n'est qu'une ombre projetée par votre fatigue ou votre insécurité. Ne laissez pas votre esprit vous enfermer dans une cellule d'invention. Le réel est suffisant. L'imaginer, la plupart du temps, n'est qu'un fardeau inutile. La sérénité naît lorsque vous devenez expert dans cette distinction. Votre paix commence parce que vous décidez de ne pas croire. 3. Choisis d'agir, pas de contrôler. Contrôler tout est une illusion dangereuse. Tu peux seulement choisir d'agir ou de rester immobile. Si tu analyses la racine de l'anxiété, elle se nourrit presque toujours de la tentative constante de manipuler des variables hors de ton contrôle. Le contrôle absolu est une fantaisie qui consomme énergie, temps et confiance en soi. Vouloir anticiper chaque mouvement, forcer les résultats ou garantir que rien ne se passe mal est la recette la plus directe pour la frustration. Le mécanisme est simple, ton esprit identifie une menace, réelle ou inventée, et active l'impulsion d'intervenir dans tout, croyant ainsi éviter l'erreur, la douleur ou la perte. Mais cette logique te enferme dans une cage d'attente impossible, où chaque échec, chaque surprise, chaque changement inattendu est vécu comme une défaite personnelle. C'est épuisant, cela épuise la volonté et transforme la vie en une séquence de déceptions sans fin. Ce qui dépend vraiment de toi, c'est l'action, pas le dénouement. Tu peux préparer, décider, t'adapter, mais tu ne peux jamais garantir le résultat final. La différence est abyssale. Celui qui s'obsède avec le contrôle vit accroché à chaque détail, piégé dans un cycle de révision et de correction permanente, incapable de profiter du processus car il hypothèque toute sa paix au résultat. En revanche, celui qui choisit d'agir sans s'accrocher à la nécessité de tout contrôler apprend à tolérer l'incertitude et à retrouver le contrôle réel, celui de son intention, de son effort et de sa réponse face à l'inattendu. Agir ne signifie pas se résigner ni être passif. Cela signifie assumer la responsabilité de ta part et lâcher ce qui n'a jamais été entre tes mains. La vie ne te demande pas la perfection, elle te demande de la constance. De petites actions honnêtes, répétées chaque jour, ont plus de pouvoir que 1000 tentatives désespérées d'assurer l'inassurable. Le désir de contrôle naît de la peur. Peur de perdre, de se tromper, de se montrer vulnérable. Mais contrôler est l'opposé de faire confiance. Il n'y a pas de confiance en soi si toute la valeur intérieure dépend de ce que les choses se déroulent selon ton scénario mental. Le contrôle est une armure qui ne te protège pas, elle t'isole seulement. Elle te éloigne de l'expérience réelle et des autres, car elle te fait voir des menaces là où il y a des opportunités d'apprendre. Chaque fois que tu choisis de contrôler, tu rejettes le flux naturel de la vie et tu te positionnes en guerre avec la réalité. Mais quand tu choisis d'agir, même avec incertitude, tu renonces à cette guerre inutile et tu t'ouvres à l'apprentissage qui vient avec chaque essai. C'est ici que la philosophie stoïque devient pratique. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'accepter n'importe quoi, mais de distinguer avec une brutalité honnête entre ce que tu peux modifier et ce que tu ne peux que traverser. Agir, c'est investir ton énergie dans ce qui compte vraiment, ce qui dépend de ta volonté et de ton caractère. Contrôler, c'est dilapider cette énergie dans des scénarios fictifs qui n'augmentent que ta fatigue et ta frustration. Il ne s'agit pas d'ignorer tes responsabilités ni de laisser tout au hasard. Il s'agit d'accepter que l'incertitude fait partie du marché et que la seule façon de la traverser avec dignité est de décider comment tu vas répondre, pas comment tu vas prédire l'avenir. Celui qui s'entraîne dans cette distinction gagne la liberté intérieure. Tu cesses d'être l'otage de l'anxiété et tu commences à percevoir la vie comme un plateau où tu ne choisis pas les pièces, mais où tu choisis chaque mouvement. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta capacité à agir, pas à contrôler.
Renoncer au contrôle est un acte de courage. Cela te permet de te concentrer sur tes décisions et d'accepter les conséquences, quelles qu'elles soient. Choisis d'agir, même quand il n'y a pas de garantie. Choisis d'investir dans ce que tu peux vraiment transformer. La sérénité naît lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler la vie, mais que tu peux contrôler ta réponse. La liberté commence lorsque tu comprends que ton pouvoir s'arrête là où commence la réalité des autres. Décide où tu mets ton énergie. Il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui agit avec confiance en soi et lâche le besoin de tout dominer. 4. Fais de la tranquillité une pratique quotidienne. La tranquillité n'est pas un privilège réservé à ceux qui sont nés sous une bonne étoile. C'est une discipline que tu arraches de force lorsque la réalité te pousse à la limite. Si tu attends que le monde s'arrête pour pouvoir respirer, tu vas te retrouver à court d'air. Regarde-toi quand la journée se complique. Tu serres les mâchoires, tes épaules se relèvent, ta poitrine se ferme comme si tu te préparais à l'impact. Ce n'est pas un hasard, ton corps enregistre chaque sursaut, chaque micro-préoccupation, comme s'ils étaient des ordres d'urgence. Tu ressens la pression sur le front, ton sourcil se fronce, ton dos te fait mal, même si tu n'as rien soulevé de lourd. Cette tension est le prix physique de vivre en état d'alerte, de laisser l'inconfort gouverner chaque réaction. La tranquillité ne vient pas d'elle-même. Il faut l'arracher des griffes de l'anxiété. Il faut la construire chaque jour, même si cela coûte et même si l'environnement n'aide pas. Pense-y. La plupart des gens ne s'entraînent jamais à être sereins. Ils survivent simplement en attendant que le stress passe. Mais le stress ne passe jamais tout seul. Il se recycle. Il change de nom, change de visage, mais trouve toujours le moyen de s'immiscer dans tes routines, dans tes gestes, dans tes nuits d'insomnie. Ce que tu ne contrôles pas à l'extérieur, tu essaies de le contrôler à l'intérieur, et cet effort finit par épuiser ce qu'il te reste d'énergie. C'est pourquoi j'insiste, la tranquillité est une pratique, pas un accident. Elle se cultive par des actions minimales, mais constantes. Il ne s'agit pas de devenir une statue en feignant l'indifférence. Il s'agit de t'observer avec une brutalité honnête. Remarquer quand ta respiration s'accélère, quand ta voix tremble, quand tes mots deviennent tranchants à cause de la tension accumulée. Ce n'est qu'ainsi que tu peux intervenir. La tranquillité commence par les détails les plus simples. Relâcher les mains, expirer lentement, sentir le poids des pieds sur le sol. Personne ne te l'offrira. Tu dois le travailler comme on polit une pierre chaque jour. Prends la responsabilité de cette énergie que tu gaspilles en réagissant impulsivement. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à le diriger. Quand tu t'entraînes à remarquer tes propres gestes, à identifier le moment exact où l'anxiété veut prendre le contrôle, tu récupères une portion de liberté. C'est ce que personne ne t'enseigne, que la tranquillité s'entraîne comme un muscle. Si tu ne la cherches que lorsque tu es déjà au bord de l'effondrement, tu arriveras toujours trop tard. Il faut la pratiquer quand la journée est encore calme, pour qu'elle ne te fasse pas défaut quand tu en as le plus besoin. La sérénité n'est ni une faiblesse, ni une résignation. C'est la capacité de regarder le chaos en face et de décider de ne pas te laisser emporter. Ne crois pas que rester calme signifie être passif. C'est le contraire, c'est avoir la force d'attendre, de choisir ta réponse, de ne pas céder à la première provocation intérieure. Souviens-toi de ceci, l'anxiété ne se combat pas avec des théories, mais avec des actes concrets. Chaque fois que tu choisis de ralentir le rythme en parlant, chaque fois que tu te donnes la permission de fermer les yeux 2 minutes et de ressentir à nouveau ton corps, tu investis dans ta force intérieure. La tranquillité se construit dans ces petites décisions, répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de toi. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Si aujourd'hui tu n'as réussi qu'1 minute de véritable tranquillité, célèbre-la. C'est ainsi qu'on reprend du terrain sur le chaos. Ne te compare pas à ceux qui semblent avoir tout sous contrôle. Ces gens-là se brisent aussi de l'intérieur. La seule chose réelle est le travail quotidien que tu fais avec toi-même. La tranquillité n'est pas une promesse vide.
c'est le résultat de choisir, encore et encore, de ne pas se perdre dans le drame mental de l'inquiétude. La sérénité s'entraîne quand personne ne te regarde. Fais de la tranquillité ton refuge, pas ton dernier recours. Personne ne peut te voler la paix que tu cultives toi-même. 5. Sois patient avec ton propre processus. Tu te lèves tard, tu vérifies ton téléphone avant de sortir du lit et la première réaction est une gifle d'autocritique. Tu as déjà mal commencé ta journée. Tu prends une douche à la hâte, tu t'habilles sans envie, tu ressens la fatigue accumulée et tu la traduis en un discours intérieur de défaite. C'est pour ça que tu n'avances jamais. C'est pour ça que tu restes le même. La comparaison vénéneuse commence. Tu vois d'autres qui semblent avancer sans effort, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui suivent des routines parfaites, et tu te flagelles de ne pas être à leur niveau. Tu n'as même pas encore pris ton petit déjeuner, et tu as déjà 5 jugements sur le dos. Qu'espères-tu accomplir en portant ce sac à dos de mépris de soi dès la première minute? Ce n'est pas de la discipline, c'est du sabotage. Ce n'est pas de l'exigence, c'est une condamnation absurde que tu acceptes comme si c'était une loi naturelle. Tu es ton propre bourreau, tu te condamnes pour ne pas être au sommet du processus alors que tu apprends à peine à marcher. Si tu te traitais avec la moitié de la compassion que tu montres à un inconnu, ta vie serait différente. Nous avons l'habitude toxique de vouloir des résultats immédiats et parfaits. Si tu ne remarques pas de changement en 3 jours, tu appelles ça un échec. Si tu répètes une erreur, tu juges que tu n'apprendras jamais. Tu t'étouffes avec l'urgence de te voir transformé, mais tu refuses de reconnaître que la véritable croissance est lente, inconfortable et souvent invisible. Personne ne veut entendre cela. La patience n'est pas un ornement, c'est une condition obligatoire pour tout changement réel. Mais tu te trompes. Tu te dis que, si tu étais vraiment fort, cela ne te coûterait pas tant. C'est le poison du perfectionnisme. Il exige l'impossible et ensuite te punit de ne pas y parvenir. Tu te compares à des versions idéalisées, ignorant ce que tu ne vois jamais, le prix, la répétition, les mauvais jours. Tu te refuses le droit d'échouer, de te fatiguer, de reculer. Ainsi, tu n'avances pas. Tu t'épuises seulement. Le piège est d'exiger de la vitesse d'un processus interne qui n'a jamais été linéaire. Tu veux sauter des étapes, exiger de ton esprit et de ton corps qu'ils effacent des années d'habitude en une semaine. Mais la biologie ne fonctionne pas ainsi, ni le caractère ne se forge en un temps record. L'impatience est de l'arrogance déguisée. C'est croire que tu mérites des raccourcis juste parce que tu le désires ardemment. Mais la vie ne négocie pas avec tes caprices. Elle te renvoie exactement le rythme dont tu as besoin pour apprendre vraiment. Chaque recul fait partie de l'entraînement. Chaque chute est un rappel que tu ne maîtrises pas encore la leçon. Celui qui ne tolère pas son propre rythme finit prisonnier de la frustration. Personne qui se déteste ne s'améliore. La clé est de cesser d'exiger des preuves immédiates de progrès et de commencer à respecter l'effort silencieux qui ne se voit pas à première vue. La plupart du temps, grandir signifie répéter la même chose jusqu'à ce qu'elle fasse enfin partie de toi. Tu n'as besoin de prouver rien à personne. Arrête d'agir comme si tu étais en dette envers le monde pour ne pas être encore parfait. La seule vraie dette est envers toi-même. Apprendre à prendre soin de toi sans concession, à soutenir le processus même si personne n'applaudit, même si personne ne comprend pourquoi tu continues à essayer. Personne ne va te donner la permission de te reposer, de te tromper, de recommencer. Cette permission, tu dois te l'arracher toi-même, même si cela t'est difficile à admettre. La patience n'est pas de la passivité. C'est un acte de rébellion consciente. Décider d'avancer à ton rythme, défendre ton processus contre la précipitation des autres, faire taire la voix intérieure qui exige des miracles chaque semaine. Je ne suis pas une machine n'est pas une excuse, c'est une vérité que tu dois te tatouer dans la conscience. Chaque jour où tu persistes, même sans éclat, même avec des doutes, compte plus que n'importe quel progrès spectaculaire et fugace. Le changement réel est brutalement lent,
mais il reste. Ce qui est superficiel et rapide, mais s'évapore. Ne te laisse pas berner par le conte de la transformation instantanée. La patience est le muscle le plus difficile à entraîner, mais c'est le seul qui garantit que tu iras loin. Patience radicale, telle est la consigne. Si tu n'apprends pas à respecter ton propre rythme, l'anxiété va te dévorer avant que tu ne vois le premier résultat. La force ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance avec laquelle tu te relèves chaque fois que tu tombes. Respecte ton processus, personne ne le fera à ta place. 6. Construire la confiance en respectant ses engagements envers soi-même. Je dois admettre quelque chose qui me dérange plus que je ne le voudrais. Pendant longtemps, j'ai été le premier à me trahir. Je ne parle pas de grandes décisions, mais des détails qui passent inaperçus. Me promettre qu'aujourd'hui, je vais prendre soin de mon corps et le remettre à demain. Planifier un moment de repos et céder à la culpabilité. Me dire que je vais affronter une peur et finir par me cacher derrière des excuses. Il est facile de se tromper en pensant que la confiance est quelque chose que l'on obtient soudainement, comme un cadeau qui arrive quand on en a le plus besoin. Mais la vérité est beaucoup plus dure. Le manque de confiance ne surgit pas de nulle part. C'est le résultat d'une accumulation silencieuse de petites trahisons personnelles, de promesses non tenues que personne ne voit mais qui pèsent autant qu'une condamnation. Le corps s'en souvient, l'esprit l'enregistre et chaque fois que tu échoues à te respecter, une fissure invisible s'ouvre, une fracture dans la perception que tu as de toi-même. Il n'y a pas de truc ni de phrase motivante qui puisse masquer cette usure interne. Peu importe combien tu feins la sécurité, si tu n'es pas capable de te respecter dans les choses les plus simples, ta parole perd de sa valeur à tes yeux. Cela génère une sorte de dette émotionnelle, un solde négatif qui se ressent dans la façon dont tu doutes avant de commencer quelque chose, dans la facilité avec laquelle tu abandonnes tes propres plans, ou dans cette voix intérieure qui répète sans pitié que tu ne vas pas maintenir le changement. La véritable confiance ne se construit pas avec des déclarations publiques ni avec l'approbation des autres. Elle commence dans l'intimité de tes propres décisions, dans la façon dont tu réagis quand personne ne te regarde. Personne ne respecte celui qui ne se respecte pas en privé. Le respect de soi n'est pas une émotion. C'est une habitude qui se cultive dans la solitude, lorsque tu décides si tu te respectes ou si tu te trahis, même dans les plus petites choses. L'esprit est expert pour inventer des excuses sophistiquées pour justifier la fuite. Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui n'est pas le bon jour. Je le ferai plus tard. Mais chaque fois que tu cèdes, tu approfondis la fissure entre ce que tu veux être et ce que tu fais réellement. Ce n'est pas un hasard si l'anxiété et l'insécurité croissent dans cette distance. Le message est brutalement clair. Si tu ne te prends pas au sérieux, pourquoi le monde le ferait-il ? La confiance se forge en respectant les petites promesses, celles qui semblent insignifiantes mais qui, additionnées, définissent ton identité. Si tu te dis que tu vas te lever à une certaine heure, fais-le. Si tu décides de te donner une pause, respecte-le. Pas par discipline militaire, mais parce que chaque acte de cohérence restaure cette fracture interne et affaiblit le récit d'incapacité. Je sais qu'il est difficile de rompre le cycle de l'auto-tromperie. L'impulsion de procrastiner, de rechercher des résultats immédiats, d'éviter le moindre inconfort est forte. Mais la confiance ne s'achète pas et ne se hérite pas. Elle se gagne en respectant ses engagements envers soi-même quand c'est difficile, quand personne n'applaudit, quand la seule récompense est la certitude silencieuse que tu as été fidèle à ta parole aujourd'hui. N'attends pas de te sentir confiant avant de commencer. La confiance est la conséquence, pas la condition. Elle grandit dans le terrain inconfortable de la constance, dans l'accumulation de petits actes qui, en se répétant, reconfigurent l'image que tu as de toi. Te respecter est l'acte le plus radical d'autocompassion. Personne ne peut te donner ce pouvoir, seul toi peux le récupérer, une décision à la fois. Si tu cherches une phrase emblématique, que ce soit celle-ci, la confiance, c'est faire ce que tu t'es promis, même si personne ne le remarque. Ou celle-ci, de ce que tu respectes dépend ce que tu crois de toi.
L'estime de soi n'est pas un état d'esprit, c'est un historique d'engagement tenu ou rompu. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de commencer à croire en ta propre parole. C'est là que commence la véritable liberté. Quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur toi. Ce n'est pas de la grandiloquence, ni de l'auto-assistance bon marché. C'est le fondement de toute transformation réelle. Te respecter, c'est te respecter. Tout le reste n'est que bruit. 7. Parle-toi avec respect et clarté. Te parler mal, c'est comme écrire des ordres confus dans un manuel que seul toi vas lire. Chaque phrase ambiguë, chaque insulte déguisée en autocritique devient une instruction défectueuse que ton esprit essaie d'exécuter à l'aveugle. Cette accumulation de messages contradictoires, d'exigences impossibles et de mépris subtils érode la clarté avec laquelle tu te comprends et la direction avec laquelle tu agis. L'esprit a besoin de cartes claires pour ne pas se perdre. Si le seul langage interne que tu maîtrises est